Bienvenue sur Secrets du passé. Ici, nous voyageons à travers les siècles pour redécouvrir histoire, mystères et légendes oubliées. Installez-vous confortablement et si ce voyage vous plaît, laissez une trace de votre passage. Le soleil se couche sur Versailles. Les ombres s'allongent dans la galerie des glaces, tandis que les derniers courtisans s'inclinent devant celui qu'on nomme le roi Soleil. Mais derrière, les révérences et les sourires de façade, combien dissimulent un poignard. Dans les recoins sombres du plus éblouissant des palais, on murmure, on complote, on attend le moment propice. Imaginez un instant, vous êtes au sommet du pouvoir, admiré dans toute l'Europe, craint par vos ennemis, adulé par votre cour. Chaque matin, les plus grands seigneurs de France se pressent pour assister à votre réveil. Chaque soir, les plus belles dames du royaume espèrent attirer votre regard. Votre parole fait loi, votre silhouette est reconnaissable entre toutes. Votre règne semble béni des dieux, et pourtant, vous ne pouvez boire une gorgée de vin sans qu'un officier ne la goûte d'abord. Vous ne pouvez dormir sans que des gardes veillent jour et nuit devant vos appartements, car vous êtes Louis XIV, le monarque absolu, et votre puissance même fait de vous la cible de toutes les haines, de toutes les jalousies, de toutes les ambitions contrariées. Ce soir, nous plongeons dans l'histoire secrète du règne le plus long et le plus brillant de la monarchie française. Nous allons découvrir ensemble les complots qui ont menacé le roi Soleil, ces conspirations ourdies dans l'ombre qui auraient pu changer le destin de la France et de l'Europe entière. Car pour chaque moment de gloire que les livres d'histoire ont retenu, combien de dangers mortels ont été étouffés, oubliés, effacés des mémoires. Notre récit commence par un événement que peu de personnes connaissent, même parmi les passionnés d'histoire. Un matin de l'an 1652, alors que le jeune Louis n'a que 14 ans et que la fronde fait rage, un complot est découvert. Son objectif, ni plus ni moins que l'assassinat du jeune roi. Ce jour-là, l'adolescent qui deviendra le monarque le plus puissant d'Europe comprend une leçon qu'il n'oubliera jamais. La couronne attire autant la lumière que les ténèbres. Contexte historique. Un roi né dans la tourmente. Pour comprendre les complots qui ont jalonné le règne de Louis XIV, il nous faut d'abord remonter à ses origines. Le 5 septembre 1638, après 23 années d'un mariage stérile qui faisait désespérer la France entière, la reine Anne d'Autriche donne enfin naissance à un héritier. Cet enfant, qu'on surnomme déjà Dieudonné, tant sa venue paraît miraculeuse, vient au monde dans un royaume fragilisé. La France est engagée depuis 1635 dans la guerre de 30 ans, un conflit dévastateur qui saigne l'Europe à blanc. Louis n'a que 4 ans lorsque son père, Louis XIII, meurt le 14 mai 1643. La régence est confiée à sa mère, Anne d'Autriche, qui s'appuie sur son principal ministre, le cardinal italien Jules Mazarin. Cette succession difficile intervient alors que le royaume est épuisé par la guerre et les impôts. Les caisses sont vides, les mécontentements s'accumulent. Le jeune roi grandit donc dans une atmosphère d'insécurité permanente. À peine a-t-il 5 ans qu'éclate la Fronde, cette révolte complexe qui va opposer successivement le Parlement de Paris
puis les grands seigneurs à l'autorité royale. Pendant ces années troubles de 1648 à 1653, Louis XIV connaît l'humiliation, la fuite, la peur. Il voit sa capitale se soulever contre lui. Il doit quitter précipitamment Paris. En pleine nuit, il fait l'expérience de l'inconfort et du danger. Un épisode en particulier le marque profondément. En janvier 1649, alors qu'il n'a que 10 ans, une foule de Parisiens en colère pénètre dans le palais royal pour vérifier que le jeune roi n'a pas été emmené en secret. Louis, réveillé en sursaut, doit feindre le sommeil, tandis que des inconnus défilent devant son lit, certains allant jusqu'à soulever ses couvertures. Cette violation de son intimité, cette intrusion dans son espace le plus privé, restera comme une blessure jamais totalement cicatrisée. Ces années de formation, si éloignées de l'image glorieuse que l'histoire a retenue, sont cruciales pour comprendre la personnalité du futur roi Soleil. Elles forgent chez lui une méfiance instinctive, une conscience aiguë des menaces qui pèsent sur le pouvoir royal et une détermination farouche à ne plus jamais se retrouver en position de faiblesse. C'est dans ce contexte qu'intervient le premier véritable complot contre sa vie. En 1652, la fronde n'est pas encore terminée et le prince de Condé, cousin du roi et brillant général, s'est rebellé contre la couronne. Parmi ses partisans, certains envisagent une solution radicale pour mettre fin au conflit, assassiner le jeune Louis XIV. Le complot est découvert à temps et ses instigateurs arrêtés. Mais pour l'adolescent de 14 ans, la leçon est claire. Même les liens du sang n'offrent aucune protection contre l'ambition et la trahison. Lorsque la fronde s'achève enfin en 1653, Louis XIV en tire une conclusion qui guidera toute sa politique future. Jamais plus il ne permettra aux grands du royaume de menacer l'autorité royale. Cette résolution se concrétisera quelques années plus tard, après la mort de Mazarin en 1661, lorsqu'il annoncera à la stupéfaction générale qu'il gouvernera désormais sans Premier ministre. À 23 ans à peine, il prend personnellement les rênes du pouvoir avec une détermination que personne n'avait anticipée. Mais cette volonté de contrôle absolu, cette centralisation inédite du pouvoir entre les mains d'un seul homme, ne fait qu'attiser les ressentiments et multiplier les ennemis. Et c'est ainsi que tout au long de son interminable règne de 72 ans, Louis XIV devra faire face à des complots venus de l'intérieur comme de l'extérieur, certains réels, d'autres fantasmés, tous révélateurs des tensions qui traversent la société française du grand siècle. Le complot des poisons, quand la mort rôde à Versailles, de tous les complots qui ont menacé Louis XIV, aucun n'est plus fascinant et plus terrifiant que celui connu sous le nom d'affaire des poisons. Cette sombre machination qui éclate au grand jour à la fin des années 1670 révèle les aspects les plus inquiétants de la société française du XVIIe siècle, où superstition, criminalité et haute politique s'entremêlent dans un écheveau presque impossible à démêler. Tout commence en 1677 avec l'arrestation de la marquise de Brinvilliers. Cette aristocrate est accusée d'avoir empoisonné son père et ses 2 frères pour hériter de leur fortune.
son procès révèle l'existence d'un véritable marché clandestin du poison à Paris, fréquenté par des personnalités de tout rang, des servantes aux duchesses. La marquise est condamnée à mort et exécutée en place de Grève, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Au contraire, elle n'est que le prélude à un scandale bien plus vaste. À la suite de cette première révélation, le lieutenant général de police Gabriel Nicolas de la Reynie mène une enquête qui met au jour un réseau d'empoisonneurs, de devins, d'alchimistes et de sorciers opérant dans la capitale. Parmi eux se détache la figure de Catherine Deschey, dite la Voisin, une femme qui combine les activités de sage-femme, d'avorteuse, de diseuse de bonne aventure et de vendeuse de poisons et de filtres en tout genre. Sa clientèle est aussi diverse que ses services. Des femmes abandonnées cherchant à se venger d'un amant, des épouses malheureuses souhaitant se débarrasser d'un mari, des courtisans ambitieux voulant éliminer un rival. Le complot des poisons. Quand la mort rôde à Versailles, l'enquête prend une tournure dramatique lorsque la Voisin, arrêtée en mars 1679, commence à faire des révélations qui éclaboussent les plus hautes sphères de la cour. Parmi ses clients réguliers figurerait la marquise de Montespan, favorite en titre du roi et mère de plusieurs de ses enfants légitimés. Selon les témoignages recueillis, Madame de Montespan aurait d'abord eu recours au service de la Voisin pour conserver l'amour du roi grâce à des filtres magiques. Ces potions, contenant parfois des ingrédients aussi répugnants que de la poudre de cantharide, un insecte aux propriétés aphrodisiaques, des os calcinés ou du sang menstruel, auraient été mélangés à la nourriture du roi à son insu. Mais l'affaire prend une dimension autrement plus grave lorsque certains témoins affirment que la favorite, sentant son influence décliner au profit de nouveaux visages, comme celui de Mademoiselle de Fontanges, aurait envisagé d'empoisonner directement le roi. Plus terrible encore, des rumeurs évoquent la tenue de messes noires au cours desquelles des enfants auraient été sacrifiés pour invoquer les puissances infernales. Ces cérémonies blasphématoires se seraient déroulées dans des maisons isolées de la banlieue parisienne, loin des regards indiscrets. Lorsque ces accusations remontent jusqu'au roi, il réagit avec une prudence caractéristique. Conscient de l'ampleur du scandale et de ses possibles ramifications politiques, Louis XIV décide de créer une juridiction d'exception, la Chambre ardente, pour juger les personnes impliquées dans l'affaire. Mais il veille personnellement à ce que les interrogatoires et les procès se déroulent dans le plus grand secret. Surtout, il fait en sorte que les accusations les plus compromettantes contre Madame de Montespan ne soient jamais rendues publiques. La Voisin est condamnée au bûcher et exécutée en février 1680, mais son réseau est si vaste que le procès se poursuit pendant des années. Au total, plus de 370 personnes sont arrêtées, 36 sont exécutées et beaucoup d'autres finissent leur jour emprisonnés sans jugement par lettres de cachet dans des forteresses isolées comme le château de Vincennes ou la prison de la Bastille. Quant à Madame de Montespan, bien qu'elle ne soit jamais officiellement inquiétée, elle perd progressivement sa position privilégiée à la cour. Le roi, sans jamais faire référence à l'affaire, prend ses distances. Il continue à la traiter avec les égards dus à la mère de ses enfants, mais son cœur s'est refroidi.
La favorite déchue se consacre alors à des œuvres de charité et finit ses jours dans une semi-disgrâce, rongée par les remords et la crainte du jugement divin. Cette affaire des poisons révèle la face cachée du grand siècle, celle qu'on ne voit pas dans les tableaux officiels ou les récits de fêtes somptueuses. Derrière la façade éclatante de Versailles se dissimule un monde de craintes irrationnelles, de croyances occultes et de pratiques criminelles. Elle montre aussi à quel point le roi lui-même, malgré tout son pouvoir, reste vulnérable aux complots les plus insidieux, car comment se protéger d'un poison versé par une main qu'on croit amie, ou d'une malédiction lancée dans le secret d'une cave parisienne. L'affaire des poisons marque un tournant dans le règne de Louis XIV. Après ce scandale, le roi devient plus austère, plus méfiant aussi. Son mariage secret avec Madame de Maintenon, veuve vertueuse et pieuse, qui fut d'abord gouvernante des enfants qu'il eut avec Madame de Montespan, symbolise ce changement d'atmosphère. La cour elle-même devient moins festive, plus rigide dans son étiquette, comme si le souverain cherchait à conjurer par l'ordre et la discipline les forces obscures qui avaient failli le détruire. Mais si les complots intérieurs pouvaient être déjoués par la vigilance de la police et la crainte qu'inspirait la justice royale, d'autres dangers, venus cette fois de l'extérieur, allaient puis bientôt menacer le roi Soleil. Les conspirations étrangères, quand l'Europe s'unit contre Louis XIV. À mesure que le règne de Louis XIV s'affirme dans sa grandeur et son ambition, le roi de France devient l'homme le plus admiré, mais aussi le plus redouté d'Europe. Ses guerres incessantes pour agrandir le territoire français, son soutien aux prétentions de son petit-fils au trône d'Espagne, sa révocation de l'édit de Nantes qui avait accordé la liberté de culte aux protestants, tout cela lui vaut des ennemis acharnés au-delà des frontières. Parmi ses adversaires, Guillaume d'Orange occupe une place particulière. Statoudeur des Provinces-Unies, l'actuelle Hollande, et à partir de 1688, roi d'Angleterre sous le nom de Guillaume III, il voue une haine personnelle à Louis XIV et consacre sa vie à former des coalitions contre la France. Cette animosité n'est pas seulement politique, elle est aussi religieuse. Protestant convaincu, Guillaume voit dans le catholique Louis XIV une menace existentielle pour sa foi. En retour, le roi Soleil considère Guillaume comme un usurpateur puisqu'il a pris le trône d'Angleterre à son beau-père Jacques II, allié et protégé de la France. Cette rivalité atteint son paroxysme en 1692, lorsque Guillaume d'Orange orchestre un complot visant à assassiner Louis XIV. Le plan est simple mais audacieux. Un groupe d'hommes déterminés doit attaquer le carrosse royal lors d'un déplacement entre Versailles et Marly, deux résidences que le roi fréquente assidûment. L'attaque doit avoir lieu sur une portion de route bordée d'arbres, propice à une embuscade. Le complot est découvert presque par hasard, grâce à la vigilance d'un officier subalterne qui remarque des allées et venues suspectes et fait renforcer la garde royale. Les conspirateurs, se voyant repérés, prennent la fuite. Certains sont arrêtés et interrogés, révélant l'implication d'agents étrangers. Cet épisode, relativement peu connu, montre à quel point
la haine de Louis XIV pouvait pousser ses adversaires aux actions les plus extrêmes. Il souligne aussi l'efficacité du système de sécurité mis en place autour du roi. À Versailles, rien n'est laissé au hasard. Les gardes du corps veillent jour et nuit. Les visiteurs sont scrutés, les domestiques surveillés. Le roi Soleil évolue dans une bulle de protection permanente qui, si elle ne peut éliminer tous les risques, les réduit considérablement. Mais la menace extérieure ne se limite pas aux tentatives d'assassinat. Elle prend aussi des formes plus subtiles, comme le soutien aux opposants intérieurs ou les campagnes de propagande visant à ternir l'image du roi. À cet égard, la révocation de l'édit de Nantes en 1685 constitue un tournant majeur. En forçant les protestants français à se convertir ou à s'exiler, Louis XIV crée une diaspora huguenote animée d'un profond ressentiment. Ces réfugiés, souvent instruits et industrieux, s'installent en Angleterre, aux Provinces-Unies, en Prusse, où ils contribuent activement à la diffusion d'une image négative de la France et de son roi. En Hollande particulièrement, l'industrie du livre, plus libre qu'en France, produit quantité de pamphlets et de gravures satiriques représentant Louis XIV en despote cruel, en monarque vaniteux ou même en suppôt du diable. Cette guerre des images préfigure nos modernes campagnes de désinformation. Elle vise à délégitimer le pouvoir royal français aux yeux de l'opinion européenne, mais aussi à encourager les oppositions internes. Car si les complots purement étrangers restent rares, les puissances hostiles à la France n'hésitent pas à attiser les braises de la contestation au sein même du royaume. Ainsi, lors de la révolte des Camisards, ces protestants des Cévennes qui prennent les armes contre les dragons du roi au début du XVIIIe siècle, on soupçonne fortement l'Angleterre et la Hollande d'avoir fourni armes et conseillers militaires aux insurgés. De même, lorsque certains grands seigneurs mécontents, comme le duc d'Orléans, propre frère du roi, ou le prince de Conti, entretiennent des correspondances secrètes avec les cours étrangères, ils sont soupçonnés de haute trahison. La frontière entre l'opposition politique légitime et la conspiration devient alors extrêmement ténue. Face à ces menaces protéiformes, Louis XIV développe un véritable système de contre-espionnage. Le réseau diplomatique français, l'un des plus étendus d'Europe, ne se contente pas de représenter officiellement le roi. Il recueille aussi des informations stratégiques. À Paris, le lieutenant général de police dispose d'informateurs dans tous les milieux. Les lettres suspectes sont interceptées et déchiffrées par le cabinet noir, ancêtre de nos services de renseignement modernes. Cette surveillance constante n'empêche pas certaines conspirations d'échapper à la vigilance royale, parfois avec des conséquences dramatiques. Ainsi, en 1708, alors que la guerre de succession d'Espagne bat son plein et que la France connaît une terrible famine due à l'hiver le plus rigoureux du siècle, une révolte paysanne éclate dans le Quercy. Ces taravisés, comme on les appelle, contestent ouvertement l'autorité royale, refusent de payer les impôts et attaquent les collecteurs. Bien que le mouvement soit rapidement réprimé, il témoigne de l'usure du prestige royal après des décennies de guerres coûteuses
et de pression fiscale croissante. Mais c'est peut-être au sein même de sa famille que Louis XIV doit faire face aux défis les plus douloureux et aux complots les plus subtils. Intrigues familiales, les complots au cœur du sang royal. Si Louis XIV pouvait s'attendre à affronter des ennemis parmi les puissances étrangères ou les mécontents de son royaume, les trahisons venues de son propre sang lui furent particulièrement amères, car le roi Soleil, malgré, ou peut-être à cause de sa conception presque mystique de la monarchie, dut faire face à des complots ourdis par des membres de sa propre famille. L'une des figures les plus complexes et ambiguës de cette galerie de conspirateurs familiaux est sans conteste Philippe d'Orléans, frère unique du roi que l'on surnommait Monsieur. Leur relation illustre parfaitement les tensions inhérentes au système monarchique français où l'héritier du trône, en l'occurrence le frère du roi, se trouve dans une position paradoxale, suffisamment proche du pouvoir pour en connaître tous les ressorts, mais systématiquement écarté de son exercice. Philippe, né seulement 2 ans après Louis, avait été élevé d'une manière qui devait garantir qu'il ne ferait jamais ombrage à son frère, tandis qu'on inculquait au futur roi les arts de la guerre et du gouvernement, on encourageait chez Philippe le goût des plaisirs, de la mode et des arts. Cette éducation différenciée, voulue par Anne d'Autriche et Mazarin, visait à éviter que ne se reproduise en France le scénario catastrophique des guerres fratricides qui avaient déchiré d'autres dynasties européennes. Si cette stratégie réussit en ce sens que Philippe ne tenta jamais de s'emparer du trône, elle créa néanmoins chez lui un mélange complexe de frustration et de ressentiment. Brillant sur le champ de bataille, comme en témoigne sa victoire décisive à la bataille de Cassel en 1677, il se voyait systématiquement refuser toute responsabilité militaire par un frère qui craignait ses talents. Intelligent et cultivé, il était maintenu à l'écart des affaires d'État. Cette mise à l'écart permanente poussa Philippe à chercher d'autres voies pour affirmer son influence. Son premier mariage avec Henriette d'Angleterre, sœur du roi Charles II, lui donna une stature internationale. Sa cour au palais royal devint un foyer d'opposition feutré où l'on critiquait librement les décisions royales. Surtout, il entretint des correspondances secrètes avec plusieurs cours étrangères, notamment celle d'Espagne, traditionnelle rivale de la France. Ces relations épistolaires, découvertes par les agents du cabinet noir, furent considérées par Louis XIV comme frôlant la haute trahison. Si Philippe ne fut jamais ouvertement accusé ou puni, son statut de frère du roi le protégeant, sa correspondance fut étroitement surveillée jusqu'à sa mort en 1701. Cet épisode illustre comment, dans l'entourage immédiat du roi, la frontière entre l'intrigue de cour et le véritable complot pouvait être ténue. Plus grave encore fut la conspiration impliquant le propre fils de Louis XIV, Louis de France, communément appelé le Grand Dauphin. Né en 1661 du mariage du roi avec Marie-Thérèse d'Autriche, le dauphin grandit dans l'ombre écrasante d'un père au sommet de sa gloire. Contrairement à Philippe d'Orléans, il reçut une éducation princière complète sous la houlette du strict duc de Montausier et du brillant évêque Bossuet.
Mais cette formation d'excellence ne fit pas de lui l'héritier dynamique qu'espérait Louis XIV. Le grand dauphin se révéla être un homme indolent, plus intéressé par la chasse et les plaisirs que par les affaires d'État. Cette apparente passivité dissimulait cependant une ambition sourde et une profonde frustration. Ayant atteint l'âge mûr, il avait plus de 40 ans dans les années 1700, il voyait son père, âgé de plus de 60 ans, continuer à régner sans partage et sans lui déléguer la moindre parcelle de pouvoir. C'est dans ce contexte qu'émergea ce qu'on pourrait appeler le complot du dauphin. Il ne s'agissait pas d'un plan pour assassiner le roi ou le renverser par la force, mais plutôt d'une tentative de créer une structure de pouvoir parallèle, prête à prendre la relève dès la mort du vieux souverain. Autour du dauphin se constitua un cercle de courtisans et de grands seigneurs mécontents de la politique royale, particulièrement en ce qui concernait la guerre de succession d'Espagne. Ce groupe, qu'on appelait parfois la cabale de Meudon, du nom du château où résidait le dauphin, entretenait des contacts avec certaines cours étrangères, notamment celle de Madrid. L'objectif de cette cabale était double, préparer un changement radical de politique dès l'avènement du dauphin et, plus immédiatement, influencer les décisions royales en faisant pression sur le vieillissant Louis XIV. Ce dernier, informé par ses espions de ses manœuvres, réagit avec sa prudence habituelle. Sans confronter directement son fils, il s'arrangea pour isoler et neutraliser ses principaux soutiens à la cour. Certains furent discrètement écartés des centres de décision, d'autres se virent confier des missions lointaines qui les éloignaient de Versailles. La mort inattendue du grand dauphin en 1711, emporté par la petite vérole à l'âge de 49 ans, mit fin à cette conspiration larvée avant qu'elle n'ait pu véritablement se concrétiser. Mais cet épisode laissa des traces profondes dans l'esprit du vieux roi. Dans les dernières années de son règne, Louis XIV modifia son testament pour tenter de limiter l'influence de son neveu Philippe d'Orléans, qu'il soupçonnait d'ambitions similaires. Ces soupçons n'étaient pas totalement infondés. Philippe d'Orléans, fils de monsieur et neveu du roi, était un homme aux talents multiples, militaire compétent, politique habile, scientifique amateur éclairé, mais sa réputation sulfureuse, on lui prêtait des mœurs dissolues, et même des expériences d'alchimie et de magie noire en faisaient une figure controversée à la cour. Lorsqu'une série de décès frappa la famille royale entre 1711 et 1714, emportant successivement le grand dauphin, le duc et la duchesse de Bourgogne, petit-fils et petite-fille du roi, et leur fils aîné, des rumeurs d'empoisonnement circulèrent pointant vers Philippe d'Orléans, qui se rapprochait ainsi du trône. Rien ne put jamais être prouvé contre lui, et l'histoire a depuis largement écarté l'hypothèse du poison au profit d'explications médicales plus prosaïques, comme une épidémie de rougeole particulièrement virulente. Mais ces soupçons montrent à quel point, dans les dernières années du règne, l'atmosphère de Versailles était empoisonnée par la méfiance et la crainte des complots. Lorsque Louis XIV s'éteint enfin le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne, il laisse un testament qui tente de limiter les pouvoirs de Philippe d'Orléans, pourtant régent, désigné pendant la minorité du nouveau roi, Louis XV,
arrière-petit-fils du défunt. Mais dès le lendemain de la mort du roi Soleil, le Parlement de Paris, cette même institution que Louis XIV avait maintenue dans une stricte obéissance pendant des décennies, annule les principales dispositions du testament royal et accorde la pleine régence à Philippe d'Orléans. Cette ultime défaite posthume du grand roi face aux intrigues familiales illustre parfaitement les limites du pouvoir absolu qu'il avait si méticuleusement construit. Même le plus puissant des monarques ne peut contrôler ce qui advient après sa mort, ni se prémunir totalement contre les ambitions de ceux qui portent son sang. Les révoltes populaires, quand le peuple se soulève contre le grand roi, si les complots aristocratiques et les conspirations étrangères représentaient des menaces sérieuses pour Louis XIV, les soulèvements populaires constituaient un danger d'une nature différente mais tout aussi préoccupante. Car comment maintenir l'image d'un roi père bienveillant, d'un monarque choisi par Dieu pour guider son peuple, lorsque ce même peuple se révolte ouvertement contre l'autorité royale? Le long règne de Louis XIV fut ponctué de nombreuses révoltes populaires, différentes dans leurs causes et leurs manifestations, mais toutes révélatrices des tensions sociales qui traversaient le royaume. Ces mouvements de contestation peuvent être regroupés en trois grandes catégories: les révoltes antifiscales, les soulèvements liés aux disettes et les insurrections à caractère religieux. Les révoltes antifiscales furent particulièrement nombreuses dans la première partie du règne. En 1662, alors que le jeune Louis XIV vient tout juste de prendre personnellement les rênes du pouvoir, une rébellion éclate dans le Boulonnais. La cause en est l'extension à cette province d'un impôt dont elle était jusqu'alors exemptée. Les paysans s'arment, attaquent les collecteurs d'impôts et marchent sur Boulogne. La répression est immédiate et impitoyable. Les meneurs sont pendus, des centaines de paysans sont envoyés aux galères. Mais signe d'une certaine sagesse politique, le roi finit par révoquer l'impôt contesté, reconnaissant implicitement le bien fondé de la protestation. Un schéma similaire se reproduit en 1675 en Bretagne avec la révolte du papier timbré, également connue sous le nom de révolte des bonnets rouges. Cette fois, c'est l'introduction d'une taxe sur les actes notariés qui met le feu aux poudres. À Rennes, Nantes et dans plusieurs villes bretonnes, la population s'en prend au bureau du fisc et aux demeures des officiers royaux. Le duc de Chaulnes, gouverneur de la province, doit faire face à une véritable insurrection populaire qu'il réprime avec une extrême brutalité. Plus de 120 personnes sont exécutées et 2000 autres condamnées aux galères. Ces révoltes fiscales révèlent un aspect fondamental du règne de Louis XIV, le fossé croissant entre les ambitions du monarque et les capacités contributives de son peuple. Les guerres incessantes, la construction de Versailles, l'entretien d'une cour fastueuse, tout cela exige des sommes colossales que le système fiscal de l'époque, injuste et inefficace, peine à collecter. La taille, principal impôt direct, pèse essentiellement sur les paysans, tandis que le clergé et la noblesse bénéficient d'exemptions. Cette iniquité nourrit un ressentiment profond qui s'exprime périodiquement par des explosions de violence. Le deuxième type de révolte est directement lié aux crises de subsistance qui jalonnent le règne.
la France du XVIIe siècle reste une économie essentiellement agricole, vulnérable aux aléas climatiques. Une mauvaise récolte suffit à provoquer disette et flambée des prix du pain, aliment de base des populations urbaines et rurales. Dans ces moments de pénurie, la colère populaire se tourne naturellement vers ceux qu'on soupçonne de spéculer sur la misère, marchands de grains, boulangers, mais aussi représentants de l'autorité royale accusés de ne pas agir suffisamment. L'une des crises les plus graves survient en 1694. Après plusieurs années de guerres coûteuses et une série de mauvaises récoltes, la famine s'installe dans plusieurs provinces. À Paris et dans de nombreuses villes, des émotions populaires, c'est ainsi qu'on nomme alors les émeutes, éclatent. Des boulangeries sont pillées, des convois de grains attaqués. La répression est sévère, mais le pouvoir royal comprend qu'il doit aussi agir sur les causes de la révolte. Des distributions de nourriture sont organisées et des travaux publics lancés pour fournir un revenu aux plus démunis. Mais c'est peut-être l'hiver catastrophique de 1709 qui illustre le mieux les limites du pouvoir absolu face aux forces de la nature et à la détresse populaire. Un froid d'une intensité exceptionnelle s'abat sur l'Europe, gelant rivières et ports, détruisant les semis d'hiver. En France, déjà affaiblie par 20 ans de guerre presque continue, la famine qui s'ensuit est particulièrement meurtrière. On estime qu'elle cause, directement ou indirectement, près de 600 000 morts, soit environ 3% de la population du royaume. Face à cette catastrophe, le pouvoir royal semble impuissant. Des révoltes de la faim éclatent dans plusieurs provinces. Dans le Quercy, le mouvement des Taravisés prend une dimension politique, remettant ouvertement en cause l'autorité du roi et refusant de payer les impôts. Louis XIV, alors âgé de 70 ans, est profondément affecté par cette crise qui révèle les failles de son système de gouvernement. Il va jusqu'à envoyer sa vaisselle d'or à la fonte pour financer des achats de grains à l'étranger, geste symbolique fort mais bien insuffisant face à l'ampleur du désastre. Le troisième type de soulèvement populaire que dut affronter Louis XIV avait une dimension religieuse explicite. La révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui mettait fin à la tolérance légale du protestantisme en France, provoqua des réactions diverses selon les régions. Si dans certaines provinces à forte présence protestante, comme la Saintonge ou le Poitou, la répression préventive fut si intense qu'elle empêcha toute résistance organisée. Dans d'autres, et particulièrement dans les Cévennes, elle engendra une révolte d'une ampleur inattendue. La guerre des Camisards, qui débuta en 1702 et ne s'acheva vraiment qu'en 1710, constitue l'un des plus graves défis intérieurs auxquels le pouvoir Louis XIVien eut à faire face. Ce qui avait commencé comme une résistance passive à la conversion forcée se transforma en véritable guérilla lorsque des prédicants inspirés, se disant guidés par l'Esprit Saint, appelèrent les protestants cévenols à prendre les armes contre les dragons du roi. Sous la conduite de chefs charismatiques comme Jean Cavalier, un ancien garçon boulanger, ou Abraham Mazel, ces paysans et artisans organisés en bandes mobiles infligèrent plusieurs défaites humiliantes aux troupes royales. Connaissant parfaitement le terrain montagneux des Cévennes,
pratiquant une guerre d'embuscade et bénéficiant du soutien de la population locale. Les Camisards, ainsi nommés à cause de la chemise ou camisa en occitan, qu'ils portaient par-dessus leurs vêtements pour se reconnaître dans les combats nocturnes, tinrent en échec pendant plusieurs années des forces bien supérieures en nombre et en équipement. La répression fut à la mesure de l'affront fait à l'autorité royale. Le maréchal de Montrevel, puis le maréchal de Villars, appliquèrent une politique de terre brûlée, détruisant des centaines de hameaux soupçonnés d'abriter ou de ravitailler les rebelles. Des milliers de civils furent déportés. Les Camisards capturés étaient systématiquement exécutés, souvent avec des raffinements de cruauté destinés à terroriser la population. Malgré cette répression féroce, la pacification définitive des Cévennes ne fut obtenue que par un mélange de force militaire et de concessions politiques. Le maréchal de Villars, comprenant qu'une solution purement militaire était illusoire, négocia avec certains chefs camisards, leur offrant l'amnistie et une relative liberté de conscience en échange de leur soumission. Jean Cavalier accepta ces conditions et fut même reçu par Louis XIV avant de s'exiler en Angleterre, déçu par le non-respect de certaines promesses. Ces diverses révoltes populaires, qu'elles aient eu des motifs économiques, fiscaux ou religieux, partageaient plusieurs caractéristiques communes. D'abord, elles révélaient les limites du contrôle que pouvait exercer le pouvoir central sur un territoire aussi vaste que la France de l'époque. Malgré le développement d'une administration royale de plus en plus présente, certaines provinces restaient difficiles à gouverner, surtout lorsqu'elles étaient éloignées de Paris ou géographiquement isolées. Ensuite, ces soulèvements mettaient en lumière les contradictions inhérentes au projet absolutiste de Louis XIV. Le roi voulait être à la fois craint et aimé, incarner simultanément le père nourricier et le maître sévère. Or, les révoltes de la faim démontraient son incapacité à assurer la subsistance de ses sujets, tandis que les insurrections antifiscales dénonçaient l'oppression d'un État toujours plus vorace. Enfin, ces mouvements populaires soulignaient la persistance, sous le vernis de l'unification politique et religieuse imposée par la monarchie, de particularismes provinciaux, de privilèges locaux et de traditions de résistance au pouvoir central. La France de Louis XIV n'était pas encore cette nation uniforme que suggéraient les cartes officielles ou les descriptions administratives. Face à ces défis, la réponse du pouvoir royal fut généralement la même, une répression immédiate et brutale, suivie, une fois l'ordre rétabli, de mesures d'apaisement visant à traiter les causes les plus criantes du mécontentement. Cette alternance de fermeté et de clémence reflétait la conception Louis XIVienne du pouvoir royal, un pouvoir absolu certes, mais qui devait s'exercer avec discernement et tenir compte des réalités sociales et économiques. Cependant, ces révoltes laissèrent des traces durables dans la mémoire collective. Dans les Cévennes, le souvenir des Camisards alimenta pendant des générations une tradition de résistance au pouvoir central. En Bretagne, les bonnets rouges devinrent un symbole de l'identité régionale face aux prétentions uniformisatrices de l'État. Plus généralement, ces soulèvements populaires préfiguraient par certains aspects les grandes contestations
qui allait ébranler la monarchie au siècle suivant. Car si Louis XIV réussit, par un mélange de force et d'habileté politique, à contenir ces différentes formes de contestation, il ne put en éliminer les causes profondes. Les inégalités sociales, les tensions religieuses, les particularismes provinciaux, tous ces facteurs de division que le roi Soleil avait tenté de masquer sous l'éclat de sa gloire, allaient ressurgir avec force après sa mort, contribuant à la lente érosion de l'autorité monarchique qui mènerait 7 décennies plus tard à son effondrement. Les comploteurs de l'ombre, espions et agents secrets au service du roi et contre lui, dans cette France du XVIIe siècle où les complots fleurissent, un monde parallèle se développe, celui des espions, informateurs et agents secrets. Louis XIV, conscient des menaces qui pèsent sur sa personne et son pouvoir, met progressivement en place un véritable système de renseignement qui préfigure nos services secrets modernes. Au cœur de ce dispositif se trouve le cabinet noir, une institution officieuse mais parfaitement organisée, chargée d'intercepter et de déchiffrer les correspondances suspectes. Installé à la poste centrale de Paris, ce service emploie des spécialistes du décryptage capables de venir à bout des codes les plus sophistiqués utilisés par les diplomates étrangers ou les conspirateurs potentiels. Son existence même est un secret d'État, bien que la plupart des ambassadeurs et des grands personnages du royaume soupçonnent leurs lettres d'être régulièrement ouvertes. Le cabinet noir travaille en étroite collaboration avec le lieutenant général de police de Paris, fonction créée par Louis XIV en 1674-67 spécifiquement pour renforcer son contrôle sur la capitale. Le premier titulaire de ce poste, Gabriel Nicolas de la Reynie, se révèle particulièrement efficace. Sous sa direction, un réseau d'informateurs payés s'étend dans tous les quartiers de Paris, des salons aristocratiques aux tavernes populaires. Rien de ce qui se dit ou se trame dans la ville n'échappe longtemps à ses oreilles. Cette surveillance s'étend bien au-delà de Paris. Dans les provinces, les intendants, ces représentants directs du pouvoir royal, entretiennent leur propre réseau de renseignement. Dans les cours étrangères, les ambassadeurs français ne se contentent pas de leur rôle diplomatique officiel. Ils recrutent des informateurs, achètent des confidences, organisent l'interception de documents sensibles. Certains, comme l'abbé Mélanie à Rome ou le comte d'Estrades à Londres, se révèlent des espions de premier ordre, fournissant au roi des informations précieuses sur les intentions de ses rivaux. Ce système de renseignement, pour sophistiqué qu'il soit, n'est pas infaillible. Parfois, ce sont précisément ceux qui sont chargés de protéger le roi qui représentent la menace la plus sérieuse. L'affaire Latreaumont, qui éclate en 1674, en est l'illustration parfaite. Gilles Duhamel de Latreaumont, ancien officier de l'armée royale devenu aventurier et escroc, conçoit un plan aussi audacieux qu'improbable. S'emparer du pouvoir en Normandie avec l'aide des Hollandais, alors en guerre contre la France. Il recrute plusieurs complices, dont le chevalier Louis de Rohan, grand veneur de France et cousin du roi. Ce dernier, malgré sa haute naissance et sa position privilégiée à la cour, a accumulé d'énormes dettes de jeu et voit dans cette conspiration le moyen de redorer son blason financier
et de se venger de prétendus affronts subis de la part du roi. Le complot prévoit que des navires hollandais débarqueront des troupes à Quillebeuf-sur-Seine, où les conjurés les rejoindront avec des partisans recrutés localement. De là, ils marcheront sur Rouen, dont ils comptent s'emparer grâce à des complicités intérieures. Une fois la Normandie sous leur contrôle, ils négocieront avec Louis XIV, exigeant des concessions politiques et financières. Ce plan, qui semble aujourd'hui d'une naïveté confondante, est pris très au sérieux par les autorités lorsqu'il est découvert. Latréaumont est tué en résistant à son arrestation, mais ses complices, dont le chevalier de Rohan, sont arrêtés, jugés sommairement et exécutés en place de Grève le 27 novembre 1674. Louis XIV, particulièrement ulcéré par la trahison d'un membre de sa famille, refuse toute clémence malgré les supplications de la haute noblesse. Cette affaire illustre parfaitement la paranoïa qui peut s'emparer du pouvoir face à la menace réelle ou supposée des complots. La conspiration de Latréaumont et Rohan, avec ses projets grandioses mais irréalistes, ses contacts avec l'ennemi hollandais et ses ramifications à la cour, réunissaient tous les ingrédients susceptibles d'inquiéter Louis XIV. Sa répression exemplaire servit d'avertissement à tous ceux qui auraient pu être tentés par des aventures similaires. Mais pour un complot déjoué, combien restait dans l'ombre? Cette question hantait l'esprit du roi et de ses conseillers, car si la France disposait d'un système d'espionnage efficace, ses ennemis n'étaient pas en reste. Les provinces unies, l'Angleterre, l'Empire habsbourgeois entretenaient eux aussi des réseaux d'agents qui opéraient sur le territoire français. Certains de ces espions étaient des professionnels aguerris, d'autres de simples opportunistes attirés par l'appât du gain, d'autres encore des idéalistes mus par des convictions religieuses ou politiques. Parmi ces derniers, les protestants français exilés après la révocation de l'édit de Nantes constituaient une ressource particulièrement précieuse pour les puissances hostiles à Louis XIV. Parfaitement francophone, connaissant intimement la société et les institutions françaises, animés d'un ressentiment compréhensible envers le roi qui les avait chassés, ils formaient des agents idéaux. Nombre d'entre eux servirent comme espions ou informateurs pour le compte de l'Angleterre ou des Provinces unies, fournissant des renseignements militaires, économiques ou politiques qui contribuèrent à affaiblir la position française lors des guerres de la fin du règne. À l'intérieur même du royaume, certains sujets mécontents n'hésitaient pas à entrer en contact avec les puissances étrangères. C'est le cas notamment de certains grands seigneurs protestants du Midi qui, tout en affichant une loyauté de façade envers la couronne, maintenaient des correspondances secrètes avec Londres ou Amsterdam. Dans les provinces frontières comme l'Alsace ou le Roussillon, récemment rattachées à la France, des réseaux d'information travaillant pour l'Espagne ou l'Empire persistèrent longtemps, témoignant de la fragilité de l'intégration de ces territoires au royaume. Face à ces menaces diffuses, le pouvoir royal réagit par un renforcement constant de son appareil de surveillance et de répression. La police parisienne se professionnalise sous la direction de Larénie, puis de son successeur d'Argenson. Le nombre d'Exans, officiers de police, et de mouchards, informateurs,
augmente régulièrement. Les techniques d'investigation se perfectionnent avec notamment l'apparition des premières filatures organisées et l'utilisation systématique de la délation encouragée par des récompenses financières. Parallèlement, l'arsenal juridique s'étoffe. L'accusation de lèse-majesté, qui englobe tous les crimes contre la personne du roi ou l'autorité royale, est utilisée de façon de plus en plus extensive. Des juridictions d'exception, comme la Chambre ardente lors de l'affaire des poisons, sont créées pour traiter les affaires particulièrement sensibles. L'usage des lettres de cachet, ces ordres royaux permettant d'emprisonner sans jugement, se généralise pour neutraliser discrètement les individus suspects sans avoir à leur faire un procès public qui pourrait révéler des informations compromettantes. Cette montée en puissance de l'appareil répressif s'accompagne d'une évolution significative dans la perception même du complot. Au début du règne, la menace principale semblait venir des grands seigneurs frustrés dans leur ambition ou des puissances étrangères. À mesure que le temps passe, la surveillance s'étend à des catégories de plus en plus larges de la population. Les protestants, bien sûr, après la révocation de l'édit de Nantes, mais aussi les jansénistes, ces catholiques dissidents soupçonnés d'hérésie, les écrivains critiques, les colporteurs de mauvais livres, les diseurs de bonne aventure, tous tombent sous le regard suspicieux du pouvoir. Cette extension du champ de la surveillance reflète une transformation profonde de la nature même du pouvoir royal sous Louis XIV. D'un pouvoir essentiellement politique, concerné par les grands équilibres entre la couronne, la noblesse et les corps constitués du royaume, on passe progressivement à un pouvoir biopolitique, pour reprendre le concept développé bien plus tard par Michel Foucault, qui s'intéresse au comportement quotidien, aux croyances, aux mœurs des sujets. La police d'Ancien Régime ne se contente plus de maintenir l'ordre public. Elle veut aussi réguler les consciences, discipliner les corps, normaliser les conduites. Cette évolution est particulièrement visible dans le traitement des affaires de sorcellerie et de possession démoniaque. Au début du règne, ces phénomènes sont encore pris au sérieux par les autorités, tant civiles que religieuses. L'affaire des possédés de Loudun, qui se déroule sous Louis XIII, mais dont les échos se prolongent sous son fils, illustre cette crédulité officielle. Mais à mesure que le règne avance, le scepticisme gagne. Les juges royaux, de plus en plus imprégnés de rationalisme cartésien, tendent à voir dans les prétendus cas de sorcellerie soit des supercheries délibérées, soit des manifestations d'ignorance ou de troubles mentaux. L'ordonnance criminelle de 1682 reflète cette évolution en requalifiant la sorcellerie non plus comme un crime surnaturel, mais comme une forme d'escroquerie. Cette démystification du crime de sorcellerie témoigne d'une sécularisation progressive de la justice royale, mais aussi d'une nouvelle conception du pouvoir, moins préoccupée par les menaces surnaturelles que par le contrôle social et politique. Cette évolution vers un État de plus en plus surveillant et intrusif n'est pas sans susciter des résistances. À côté des révoltes ouvertes que nous avons déjà évoquées, se développent des formes plus subtiles d'opposition. La littérature clandestine, diffusée sous le manteau,
devient un vecteur important de contestation. Des pamphlets satiriques, souvent imprimés en Hollande ou en Angleterre, circulent dans Paris, tournant en dérision le roi et sa cour. Des chansons moqueuses, ces mazarinades qui avaient fleuri pendant la Fronde, connaissent un renouveau dans les dernières années du règne, lorsque les défaites militaires et les difficultés économiques ternissent l'image du grand roi. Face à cette contestation diffuse, le pouvoir réagit avec une détermination inflexible, mais aussi avec une certaine habileté tactique. Plutôt que de faire des martyrs en punissant trop sévèrement les auteurs de critiques, on préfère souvent les neutraliser discrètement. L'enfermement par lettre de cachet, sans jugement et pour une durée indéterminée, devient l'outil privilégié de cette répression silencieuse. La Bastille et autres prisons d'État accueillent ainsi nombre d'opposants, parfois pour des décennies. Mais malgré toute sa vigilance et ses efforts pour contrôler l'information et les esprits, le pouvoir Louis XIVien ne parvient jamais à une maîtrise totale. Des espaces de liberté subsistent, des réseaux clandestins perdurent, des paroles dissidentes continuent à circuler. Cette résistance sourde, moins spectaculaire que les grandes révoltes, mais plus difficile à éradiquer, contribue à miner lentement les fondements idéologiques de l'absolutisme. Car c'est peut-être là le paradoxe ultime du règne de Louis XIV. En voulant tout contrôler, tout surveiller, tout réglementer, le pouvoir royal engendre les formes de résistance qui, à terme, contribueront à sa chute. Les réseaux d'information clandestins qui se développent pour échapper à la censure royale préfigurent l'espace public critique qui s'épanouira au siècle des Lumières. Les sociétés secrètes qui se constituent en marge de la société officielle, comme certains cercles libertins ou les premières loges maçonniques, esquissent des modèles d'organisation sociale et politique alternatifs. Les écrits séditieux qui circulent sous le manteau préparent le terrain aux grandes remises en cause philosophiques du siècle suivant. Ainsi, le règne de Louis XIV apparaît comme un moment charnière où s'affrontent deux conceptions du pouvoir et de la société. L'une, traditionnelle, hiérarchique, fondée sur l'autorité divine du monarque, l'autre, encore émergente, qui valorise la liberté individuelle, la critique rationnelle, la circulation de l'information. Cette tension se manifeste avec une acuité particulière dans l'univers des complots et des conspirations, où l'ombre et la lumière, le secret et la révélation, le contrôle et la liberté s'affrontent en un combat dont l'issue invisible aux contemporains déterminera pourtant l'avenir de la France. L'héritage des complots sous le règne du roi Soleil, alors que le soleil se couche sur Versailles pour la dernière fois en ce 1er septembre 1715, emportant avec lui l'âme fatiguée de Louis XIV, que reste-t-il de ces complots qui ont jalonné son interminable règne? Quel héritage ces conspirations, ces révoltes, ces intrigues ont-elles laissé dans la mémoire collective française et dans l'histoire de la monarchie? La première leçon, peut-être la plus évidente, est que même le plus absolu des pouvoirs n'est jamais à l'abri de la contestation. Louis XIV, ce monarque qui incarnait, comme aucun autre avant lui, la toute-puissance royale, qui avait construit autour de sa personne un système politique d'une cohérence sans précédent, qui avait domestiqué la noblesse et mis au pas les corps intermédiaires,
ce roi-là dut composer toute sa vie avec l'ombre des complots. Qu'il soit issu de sa propre famille, des grands du royaume, de puissances étrangères ou du peuple affamé, ces défis constants à son autorité rappellent que le pouvoir absolu reste une aspiration plus qu'une réalité pleinement réalisée. Cette leçon, les successeurs de Louis XIV semblent l'avoir oubliée. Louis XV puis Louis XVI héritèrent des institutions du grand roi sans hériter de sa vigilance ni de sa compréhension instinctive des mécanismes du pouvoir. Ils crurent que l'appareil d'État Louis XIVien fonctionnerait de lui-même, sans nécessiter l'investissement personnel constant que le roi Soleil y avait mis. Cette erreur d'appréciation coûta cher à la monarchie française qui se trouva progressivement déconnectée des réalités du pays et incapable de faire face aux défis de son temps. La deuxième leçon concerne la relation complexe entre répression et légitimité. Face aux différentes formes de contestation qu'il affronta, Louis XIV sut généralement trouver un équilibre entre fermeté et clémence, entre démonstration de force et recherche du consentement. Après la répression brutale des révoltes, venaient souvent des mesures d'apaisement visant à traiter les causes les plus criantes du mécontentement. Cette alternance permettait de restaurer un semblant d'harmonie sociale sans remettre fondamentalement en cause l'ordre établi. Mais cette approche pragmatique avait ses limites, particulièrement visibles dans la politique religieuse du roi. La révocation de l'édit de Nantes, en voulant imposer par la force l'unité religieuse du royaume, créa en réalité de nouvelles formes de dissidence plus difficiles à contrôler. Les protestants français, passant de la position de minorité légalement reconnue à celle de hors-la-loi, n'eurent d'autre choix que la soumission apparente, l'exil ou la résistance clandestine. Cette dernière option donna naissance à des réseaux secrets, des églises du désert, des systèmes de communication codés qui défièrent durablement l'autorité royale. La répression, poussée au-delà d'un certain seuil, ne produisait plus de l'obéissance, mais de nouvelles formes de résistance. Cette dynamique est particulièrement visible dans l'affaire des Camisards, où la brutalité de la répression initiale ne fit que renforcer la détermination des insurgés protestants. Ce n'est que lorsque le pouvoir royal accepta de négocier, de faire des concessions tactiques, qu'une forme de pacification put être obtenue. Cette leçon, les révolutionnaires français la méditeront un siècle plus tard, cherchant à éviter que la répression ne transforme des opposants politiques en martyrs de leur cause. La troisième leçon concerne le rôle de l'information et de la communication dans la stabilité du pouvoir. Louis XIV fut l'un des premiers monarques européens à comprendre pleinement l'importance de contrôler le récit public sur sa personne et son règne. Il mit en place une véritable politique de communication avant la lettre, utilisant tous les médias disponibles à l'époque: peinture, sculpture, architecture, littérature, théâtre, cérémonies publiques, pour projeter une image de grandeur et de légitimité. Parallèlement à cette propagande positive, il développa un appareil de censure et de surveillance visant à étouffer les discours alternatifs ou critiques. La police des livres, le contrôle des imprimeries, la surveillance des colporteurs, l'interception des correspondances, tout un arsenal de mesures fut déployé pour empêcher la circulation d'informations
jugée dangereuse ou séditieuse. Malgré ces efforts, des espaces de contestation persistèrent. Les pamphlets imprimés à l'étranger continuaient à circuler clandestinement. Les nouvelles à la main, ces gazettes manuscrites qui échappaient plus facilement à la censure que les imprimés, diffusaient des informations non autorisées. Les rumeurs, les chansons satiriques, les bruits de Paris constituaient un contre-pouvoir informel mais réel. Cette bataille pour le contrôle de l'information, Louis XIV la gagna largement de son vivant, parvenant à imposer sa propre légende. Mais dès sa mort, les digues cédèrent, les critiques longtemps contenues éclatèrent au grand jour. Les mémorialistes comme Saint-Simon, qui n'avaient pas osé s'exprimer ouvertement du vivant du roi, publièrent des récits bien moins flatteurs que l'histoire officielle. Des ouvrages clandestins comme le Testament politique de Louis XIV, pamphlet apocryphe qui prêtait au défunt roi des aveux cyniques, connurent un immense succès. Ce reflux de l'image royale après la mort de Louis XIV annonce déjà la dynamique qui caractérisera le XVIIIe siècle français, l'émergence d'un espace public critique où l'autorité royale n'est plus sacrée mais peut être questionnée, discutée, contestée au nom de la raison ou du bien commun. La quatrième leçon, peut-être la plus profonde, concerne la nature même du pouvoir politique. Le règne de Louis XIV marque l'apogée d'une conception théologique politique du pouvoir, où l'autorité du roi découle directement de Dieu et participe de sa nature sacrée. Cette conception, théorisée par Bossuet dans sa politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, fait du monarque un être à part, au-dessus des lois ordinaires, responsable uniquement devant Dieu. Or, les complots et conspirations qui émaillent le règne révèlent l'émergence d'une conception alternative du politique. Lorsque des nobles complotent contre le roi, ils ne contestent pas nécessairement la monarchie en tant que système, mais ils remettent en cause l'idée que le roi puisse exercer son pouvoir sans contrôle ni contrepoids. Lorsque des provinces se révoltent contre de nouveaux impôts, elles défendent une conception contractuelle du pouvoir où le souverain a des devoirs envers ses sujets tout autant que ceux-ci ont des obligations envers lui. Lorsque des pamphlets critiquent la politique royale, ils préfigurent l'idée que les actes du gouvernement doivent pouvoir être soumis au jugement de l'opinion publique. Ces conceptions alternatives du politique, encore fragmentaires et implicites sous Louis XIV, se structureront au siècle suivant en véritable théorie politique alternative. De Montesquieu à Rousseau, en passant par Voltaire et les encyclopédistes, toute la pensée politique des Lumières peut être lue comme une longue réponse critique au modèle Louis XIVien du pouvoir absolu. Et cette réponse trouvera son aboutissement dans la Révolution française qui marquera la fin définitive de cette conception sacrée de la monarchie. Ainsi, les complots contre Louis XIV, même lorsqu'ils échouaient, et ils échouèrent presque tous, contribuaient à éroder lentement mais sûrement les fondements idéologiques du pouvoir absolu. Chaque conspiration déjouée, chaque révolte réprimée, chaque pamphlet censuré démontrait paradoxalement que le roi n'était pas cette figure quasi divine que la propagande officielle s'efforçait de construire, mais un homme confronté comme les autres aux réalités du pouvoir et de la politique.
cette désacralisation progressive de la figure royale, imperceptible pour les contemporains, mais évidente pour l'historien qui observe le processus sur la longue durée, constitue peut-être l'héritage le plus durable des complots sous le règne de Louis XIV, en obligeant le pouvoir à se défendre, à justifier ses actes, à développer des argumentaires pour légitimer ses décisions. Ces contestations diverses contribuèrent à transformer la nature même du débat politique en France. En ce sens, les complots contre le roi Soleil ne sont pas seulement des épisodes pittoresques ou dramatiques de l'histoire française. Ils sont des moments clés dans cette lente transition de la monarchie de droit divin vers des formes de gouvernement plus sécularisées, plus contractuelles, plus attentives au consentement des gouvernés. Une transition qui, commencée sous le règne apparemment triomphal de Louis XIV, s'achèvera un siècle plus tard dans le fracas révolutionnaire. Alors que la nuit tombe sur Versailles en ce 1er septembre 1715, personne parmi les courtisans éplorés qui entourent le lit du roi mourant ne peut imaginer que l'édifice politique qu'il a construit avec tant de soin s'effondrera moins d'un siècle plus tard. Personne ne peut deviner que les murmures de contestation qui ont accompagné son règne, ces complots qu'il a su déjouer avec tant d'habileté, annonçaient déjà le grand cri révolutionnaire qui emporterait la monarchie française, car tel est le paradoxe ultime du règne de Louis XIV. Ce roi qui voulut incarner l'éternité du pouvoir monarchique en fut en réalité le dernier représentant pleinement souverain. Après lui, malgré les apparences de continuité, quelque chose s'était irrémédiablement brisé dans le rapport des Français à leur roi. La lumière du roi Soleil, si éblouissante qu'elle parut à ses contemporains, portait déjà en elle les ombres qui allaient progressivement obscurcir l'horizon de la monarchie. Ces ombres, ce sont celles des comploteurs, des révoltés, des mécontents de toutes sortes qui, même vaincus, même oubliés, contribuèrent à leur manière à l'évolution de la conscience politique française. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de cette histoire des complots sous Louis XIV. Le pouvoir le plus absolu, le plus solidement établi, contient toujours en lui-même les germes de sa propre contestation. Les complots échouent presque toujours dans leurs objectifs immédiats, mais ils réussissent souvent à long terme à transformer les structures profondes du pouvoir qu'ils visaient à renverser. Ainsi s'achève notre voyage dans les ombres du grand siècle, cette face cachée du règne le plus brillant de la monarchie française. Derrière les fastes de Versailles, derrière les victoires militaires et les chefs-d'œuvre artistiques, nous avons découvert un monde de secrets, d'intrigues et de conspirations qui révèle la fragilité fondamentale de tout pouvoir humain, fût-il auréolé de la gloire du roi Soleil. Dans la nuit qui enveloppe maintenant Versailles, les chandelles s'éteignent une à une. La nouvelle se répand dans les couloirs du château, puis dans Paris, puis dans toute l'Europe. Le roi Soleil n'est plus. Une page se tourne, mais les ombres des complots qui ont traversé son règne continueront longtemps à hanter la mémoire de la France comme le rappel permanent que derrière la lumière la plus éclatante se cache toujours une part d'obscurité.